Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin. Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Philippe Richard Bertrand. Aujourd'hui, on a deux invités, mais avant de les accueillir, parlons un petit peu d'actualité économique. Qu'est-ce qui a retenu ton attention? Élections, je pense qu'on ne peut pas ne pas parler des élections. Élections qui ont coûté 600 millions de dollars. OK. Dans lesquelles, Really? dans lesquelles certaines régions, là, dans les pays d'en haut, Inuit, les Premières Nations, ils n'ont pas pu voter. Pourquoi? Je sais pas. Les agents d'élection au Canada sont arrivés en avion privé, puis sur les lieux, puis la journée même, ils ont réalisé qu'il n'y avait pas de bulletin de vote, il n'y avait pas d'équipement pour faire les élections. Ils ont repris l'avion, ils sont tout simplement partis. J'avais pas entendu cette affaire-là. Bon. Il y a des gens qui n'ont pas pu voter. 600 millions pour avoir une démocratie fonctionnelle, c'est pas. Je suis pas d'accord, mais pour revenir à la même place. Ah oui, mais là, t'aurais préféré, tu sais, on peut aussi faire une dictature, là, pas d'élection, mais oui, revenir. Mais ça, on n'est pas à la même place. À la même place que quand? On est à la même place que... Oui, il y a un nouveau premier ministre, mais... Puis il est minoritaire. Il va y avoir un nouveau chef de l'opposition. Il est minoritaire. C'est déjà ça, là, non? C'est quand même... Il est minoritaire. Faiblement minoritaire. Bon, Poilievre, il y a un député qui va lui donner son siège. Oui, mais entre-temps, il va falloir qu'il y ait un autre chef de l'opposition. Puis c'est pas fait, là. Il y a quand même des voix à l'intérieur du Parti conservateur qui disent que M. Poilievre... Une grande partie de sa popularité, c'était de ne pas être Justin Trudeau. Là. On aurait dû réinviter Christian Paradis. J'y ai pas pensé qu'on on aurait pu inviter Olivier Primo aussi, cet observateur neutre de la scène politique canadienne. Mais blague à part, es-tu content du résultat? Encore une fois, oui pour l'effort démocratique. Je pense que il faut c'est important là, dans le sens qu'on puisse voter. Il y a beaucoup de pays qu'on ne peut pas voter. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais moi, j'ai comme le feeling qu'on est revenu à la même place. On a un gouvernement minoritaire. Ça va être extrêmement difficile en chambre, là, qui s'entendent. Ça va faire des alliances. Ouais, écoute, on est un peu en dehors du spectre de l'économie, si tu veux. Mais ça va être catastrophique au niveau de l'économie. Pourquoi tu dis ça? 222 milliards ou 225 milliards de dettes additionnelles. Mais ça veut pas dire que ça va être une catastrophe économique. Là. À un moment donné, le pouvoir de la pensée magique du pays des Kalinours de réimprimer de l'argent, qu'un gouvernement a ce pouvoir-là infini de peser Saint-Piton puis qu'il y a de l'argent qui sort, ça fait pas de sens. Là. Ouais, mais je veux dire... Le modèle marche plus. Là, à toute proportion gardée, Phil, ça reste en bas ou à peu près de 2% du PIB, ce qui est un peu la norme du déficit maximum là, qu'on peut accepter. Là, l'Europe avait même à un moment donné des règles pan-européennes, c'était 3% du PIB, on est à 2%. Ouais, puis il y a des pays dont la Grèce, ça a été catastrophique. Moi, là où le bas blesse, puis ça où je te donne un peu raison, c'est qu'en fait, le problème, il est derrière nous. Là, on s'apprête à vivre une période plus compliquée économiquement avec tout ce qui se passe avec Trump et tout ça. Donc, pour moi, quand des périodes compliquées de ralentissement surviennent, moi, je suis très favorable à ce que l'État step in puis prenne un peu plus de déficit pour stimuler ou pour maintenir l'économie. Le problème, c'est les 2 dernières années où l'économie allait quand même mieux. On était sorti de la COVID et malgré tout, on a fait des déficits. Dans le keynésianisme, là, la théorie de John Maynard Keynes, quand l'économie va bien, tu rembourses la dette pour que quand l'économie va moins bien, tu peux t'endetter. Ce qu'on a fait, c'est que l'économie s'est mise à aller mieux, puis on a continué à flouber tout notre argent au fur et à mesure. Pour moi, le problème, comme je disais, est derrière nous. Je veux pas... Moi aussi, je suis assez content de l'exercice. J'ai pas un biais libéral. Ça donne que Mark Carney, c'est un des meilleurs économistes au monde, puis c'est comme un peu ma crew. C'est le boys club. T'es économiste, puis t'aimes un économiste. Objectivement,
c'est pas Donald Trump, là, c'est pas Marine Le Pen, tu vois, c'est pas un taouin qui crie fort, là, c'est un intello, puis ça va, je pense, peut-être être son talon d'Achille, là, c'est un bright guy, là, je sais pas si c'est nécessairement un très grand politicien, puis il y a comme une opposition, que Max Weber écrivait le savant et le politique, Mark Carney c'est plus un savant, c'est pas... Puis j'ai lu un truc vraiment intéressant, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, puis là, on est en dehors de carrément en dehors de nos baskets économiques, mais quelqu'un disait, à la limite, Poilievre et Trudeau sont un peu faits de la même étoffe, en fait. Ce sont deux showmen, tu sais, aux opposés du spectre, là, mais c'est deux qui ont toujours mis le spectacle au détriment de la profondeur, là. Puis tu sais, je casse du sucre sur les deux en même temps, alors que Carney incarne l'antithèse de ça. C'est un homme de substance qui a peut-être moins l'habileté de communiquer, là. Puis en français, forcément, mais même de manière générale. Il s'est réentouré du même monde, là. Ouais, mais tu seras le premier à reconnaître, Phil, que tu changes le PDG d'une compagnie puis ça peut changer complètement la destinée de... Tu regardes Apple dans les années 2000, là, je veux dire, it's one guy, là, ils ont envoyé Steve Jobs au pâturage, la compagnie il est revenu, puis c'est la compagnie la plus valorisée au monde, puis c'est sûrement pas grâce à Tim Cook, là, tu sais, no offense, là, mais tu sais, c'est quoi la plus grande innovation d'Apple dans les 10 dernières années? Le peuple a voté. Les AirPods. Le peuple a voté. Non, c'est le connecteur USB qui marchait pas avec les autres. Ben, ceci dit, le USB-C est devenu standard en Europe maintenant. Mais bon, on a voté, tu sais, il y a eu une élection, c'est fait. Donc, moi, je pense qu'il faut lui donner comme n'importe quoi. Tu sais, on parle souvent en anglais, on dit souvent the first 90 days, les premiers 100 jours. Les premiers 100 jours. Donc, on va lui donner 100 jours, puis on va voir où ça se place. Autre sujet. Parlons-en des 100 jours. Attends, là, là, ça a fait 100 jours de Donald Trump. Là. On peut pas parler de ça. C'est quand même spécial, là, ces 100 jours, écoute, non? J'ai l'impression que ça fait 8 ans, moi, personnellement. Mais honnêtement, c'est... En fait, le New York Times dit que c'est comme un show télévisé comme The Apprentice. Dans le sens où, c'est un show télévisé. Et c'est drôle, j'ai pas lu l'article du New York Times, mais je me passais la même réflexion. J'ai l'impression d'un genre de weakest link, là, tu sais, où il s'est entouré de tous les pires imbéciles possibles, imaginables. Et d'ailleurs, au moment où on enregistre ici aujourd'hui, il y a Mike Waltz là, qui a été démis de ses fonctions, là, le National Security Advisor, parce que clairement, trop foutument demeuré. Mais tu sais, Pam Bondi, l'Attorney General, qui a dit à un cabinet plus tôt cette semaine que ce que Donald Trump avait fait dans les 100 derniers jours sur le fentanyl avait permis de sauver 119 millions de vies. Mais il y a 340 millions d'Américains. Genre, t'as pas sauvé un tiers de la population américaine en 100 jours, le coco. Mais, et c'est comme, ça ressemble à la Corée du Nord, là. Chaque personne au cabinet dit à Donald Trump comment il est grand, pis c'est les meilleurs 100 jours. Il s'est vraiment... il s'est vraiment entouré de puppets, là. Ah ouais, mais Tata, là, hey, Pete Hegseth, là, au Pentagone. Non, mais pas Hegseth. Non, mais pas ça. Le président du FBI. On dirait les Kardashians. Après ça, t'as la personne en charge de toute sa doctrine économique, Navarro. Ouais, mais là, lui, c'est... on en a parlé. Qui avait son... traite d'idiot. Et qui avait un alias dans ses livres qui était en fait un acronyme de son propre nom, qui était comme une référence qu'il citait pour se donner justification. Ceci dit, il y en a quand même qui sont pas totalement demeurés, genre... comment il s'appelle, Scott Bessent, là, qui est quand même un financier de premier rang. Mais lui, c'est drôle, à chaque fois que je le vois en conférence de presse, surtout quand il est à côté de Caroline Leavitt ou de Donald Trump, on dirait qu'il se retient pour genre pas se liquéfier. Là, il y a eu cette histoire avec Amazon. Tiens, changeons un peu de sujet. Amazon a eu l'intention brièvement de mettre sur les factures de ses clients, comme on met les taxes, TPS TVQ, de mettre une ligne, le coût des tarifs. Ils ont eu peur. Non, mais ils ont eu peur, mais Caroline Leavitt, donc, qui dit, et il y a Scott Bessent à côté d'elle, Karen Leavitt qui dit c'est un acte politique et hostile de la part d'Amazon, alors que tout le monde met les taxes là, sur les factures de TPS TVQ, et Scott Bessent d'être comme très stoïque. Et là, elle n'est pas finie, parce qu'elle est toujours dans... il l'appelle le Propaganda Barbie, là, d'ailleurs, aux États-Unis. Elle sort une feuille, je sais pas comment... Elle sort une feuille où elle montre
Jeff Bezos, avec la main en l'air, là, on voit pas très bien la photo, et elle accuse Jeff Bezos, là, de travailler avec les Chinois. d'être un agent de la propagande chinoise. Mais comme, what? C'est quand même assez surprenant. Donc, 100 jours catastrophiques, là, on va se le dire. Bon, les marchés boursiers ont un peu repris du poids de la bête. Ça reste un des pires 100 jours sur les marchés boursiers de tous les temps. Le dollar US a perdu 10% de sa valeur depuis l'inauguration. La croissance économique est moindre. Il blâme Biden. C'est drôle. D'ailleurs, t'as vu ça. Il y a eu un tweet de Donald Trump le 29 janvier, 9 jours après son inauguration, un Truth Social où il dit, parce que le marché avait comme monté là, depuis son élection, il dit « This is the Trump market », le 29 janvier. Et là, le 20 avril, ou je fais 23 avril, là, il y a évidemment, tout se plante la gueule. Et là, c'est le Biden market. Parce que, comment est-ce que ce qui était le Trump market il y a 3 mois est devenu le... En tout cas, tout ça est bien incohérent, malheureusement. Je vais aussi te parler de Lion Électrique, là, qui avait besoin, en fait, les gens les 3 multimillionnaires qui voulaient proposer un offre de rachat. Phil, tu pensais que c'était quoi, là, genre Ginette de Laval qui allait racheter ça? Oui, on a donné 220 millions à Ginette de Laval. Des investisseurs qui avaient l'intention de reprendre... des Tanguay. On avait donné de l'argent à des Tanguay. Puis qui ont... pas des Tanguay? Tu sais, dans tu sais, ceux qui restent chez leurs parents jusqu'à 30 ans. Tanguy, non? Tanguy. Mais on a donné de l'argent à des gens qui n'ont pas su savoir quoi en faire. Et là, les gens qui voulaient racheter avaient besoin qu'on leur float, là, tu sais, le mot anglicisme. Qu'on leur avance une 24 millions. Alors, à un moment donné, là, enough is enough. Là, écoute, mais moi, ce que je comprends pas, Phil, c'est qu'il y a des usines, il y a de la propriété intellectuelle, il y a des camions, il y a des camions dans la nature qui vont avoir besoin de services, etc. Si j'étais juste comme... Moi, si je regardais ça, la compagnie vaut plus cher si elle opère que la somme des machines que tu vas vendre sur Marketplace. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Comme si, mettons, je prends ta compagnie puis que je vends chaque ordinateur séparément, ça vaut moins cher que Eluxi en tant que compagnie qui roule, right? Mais tu comprends que si ils ont besoin, parce que le ratio, c'est à peu près 50%, là, ce qui veut dire que pour relancer, ils devaient sûrement avoir besoin de 50 millions. Oui, mettons. Il y a des poursuites. C'est compliqué, là. Je veux dire, il y a quand même un risque, là, non? Non, mais non, parce que c'est une faillite. Tu rachètes la faillite, tu transfères les actifs, tout devient caduc. Les poursuites sont éliminées? Ah ouais, OK. Ah, tu sais, où je vais en venir, c'est que, outre les faillites et tout ça, là, il doit y avoir un risque énorme que, tu sais, quand tu as besoin que 50% te soit avancé par le gouvernement, ce que moi, ça me dit, là, puis j'ai pas fait de gros deals de même dans ma vie, là, mais c'est juste que technologiquement, il y a quelque chose qui marche pas. Puis on sait que les autobus avaient des problèmes de fiabilité. Il y a des poursuites qui vont toutes tomber. Mais la poursuite qui tombe quand tu te remets à opérer le lendemain matin, si l'autobus n'est pas plus fiable, tu vas te refaire poursuivre. Je comprends. Mais bon, la vraie question là-dedans, c'est que quand tout ça s'est arrivé, le gouvernement du Québec obligeait les commissions scolaires, les entreprises privées, pour toucher une subvention, il pointait Lion Électrique. Quelle est la responsabilité du gouvernement du Québec pour avoir dit, tu veux une subvention? Mais là, il y en a d'autres depuis là, qui fabriquent des véhicules. Je suis d'accord, mais ceux qui sont pognés avec les autobus Lion Électrique, il y a une compagnie de transport, elle en a acheté 80 dans le cours. Mais justement, c'est que juste comme pour moi, en tout cas, une fois, là, je comprends que pour monsieur, madame, tout le monde, 25 millions, c'est beaucoup d'argent, mais à l'échelle du gouvernement, c'est une poignée de change. Puis on a cette business-là qui aurait le potentiel de devenir à terme quelque chose, puis on préfère juste comme vendre ça pour les machines. C'est une poignée de change, mais tu sais, dans la même semaine, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il y a eu une panne de courant, puis les génératrices sont pas parties parce qu'elles sont mal entretenues. Tu sais, ce qui aurait pu tuer des monde. Tu mets-tu 25 millions à 3 milliardaires, tu sais, millionnaires, milliardaires? Je pense que tu te trompes de cible, Phil. Ça allait toujours être acheté par des gens qui avaient de l'argent, là, tu comprends? Non, mais c'est ça, mais tu sais quoi, mais tu comprends-tu que ces gens-là, je comprends. Ils veulent leverager leur risque. Ben, ils veulent dérisquer. Ouais, mais c'est ça. Ce qui est normal. Ben, Christy, c'est ça que fait le gouvernement. Là, à chaque fois qu'il donne de l'argent pour les crédits RSCDE, à chaque fois qu'Investissement Québec, ben, c'est pour dérisquer. Ouais, je sais, mais c'est ce que font les gouvernements. D'accord, mais t'as pas dérisqué. On a déjà dérisqué le premier investissement pour 220 millions. Mais je n'ai parlé avec Richard plus tôt cette semaine. Pour moi, c'est encore une fois, pour moi, le politique a gagné au détriment de la raison économique. Là. Pour moi, ma conclusion de tout ça, parce que tout ce qui a été mis dans Lyon jusqu'ici, la théorie économique te dirait, c'est
du sunk cost, là, c'est des coûts irrécupérables, c'est pas pertinent. Regarde ce que tu as devant toi, il y a une business que tu pourrais remettre en place avec des emplois, avec la création de valeur qui ultimement pourrait être vendue plus cher pour la modique somme de 25 millions de dollars, mais politiquement, comme je te dis, pour moi, je comprends la décision de Christine Fréchette, mais c'est une décision qui est politique avant d'être une décision économique. Ils vont mettre les pneus sur Marketplace. Acheter des pneus d'autobus à prix réduit, mesdames et messieurs. On commence les enchères, $200. Bref, est-ce qu'il y a d'autres choses, Phil? Je sais pas. Il s'est passé plein d'affaires dans l'actualité cette semaine. C'était quand même un peu étourdissant, même à certains égards, mais quelque chose d'autre qui a attiré ton attention, peut-être? En fait, je pense que la dernière chose, c'est... tout ce qu'on va... Tu sais, on est devant des choix là, difficiles. Là. Si tu regardes, à chaque jour, le gouvernement coupe à quelque part. Tu sais, ça sent pas bon. Là. Ouais. Après la décote, là... Tu sais, après la décote du Québec, le premier ministre, à place de dire, hey, on va regarder un petit peu le fonctionnement de l'État, son grand plan, là, très stratégique. 2000 emplois. Non, c'est pas les couper. Non. C'est les 2000 départs à la retraite. Ne pas les remplacer. Je vais pas les remplacer. Il y a pas genre 400 000 ou une affaire. Non, ça a fait 170 000 nouveaux fonctionnaires. Non, mais en tout, là, c'est pas un travailleur sur 4 ou une affaire. C'est comme fou, 1 million d'employés de l'État, il veut en couper 2000. Là, Écoute, bref, on a une émission assez intéressante aujourd'hui. On accueille le très enthousiaste Cédric Cholet, qui est un professeur d'économie au Cégep de Saint-Laurent, qui va nous parler d'un nouveau programme Économie et monde des affaires qu'ils ont mis en place. Il en parle qu'on a comme un peu envie d'acheter la patente. Si vous avez des jeunes enfants ou si vous êtes un entrepreneur, il y a un bon pitch à entendre à travers cette entrevue-là. Et sinon, on va aussi accueillir Pierre-Charles Drapeau, qui est le président d'Innov Marine. Drôle de business, ça, quand même. Super intéressant dans les chantiers navals. Ils font un peu du numérique des chantiers navals, des bateaux. Ils font de la représentation tridimensionnelle, un peu comme des plans CAD là, de bateaux, si j'ai bien compris. Ils travaillent avec le militaire et tout ça, donc c'est l'air d'une business quand même assez sur la coche, comme on dit. Restez à l'écoute, puis on se retrouve dans quelques instants pour notre premier invité. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. On parle souvent, Phil et moi, de la nécessité d'avoir une meilleure littératie financière, économique, dans la société en général. Il y a évidemment plusieurs manières de réaliser ça. Il y a des organismes, Éduc-Épargne, l'AMF, qui font des campagnes. Mais il n'y a rien de mieux que de prendre le problème à la source, c'est-à-dire quand on est jeune. Et pour ce faire, on a le plaisir d'accueillir Cédric Cholet, qui est enseignant en économie au Cégep de Saint-Laurent. Bonjour, M. Cholet. Merci à vous deux d'être de m'accueillir dans vos locaux. Ça fait plaisir. On était curieux parce que vous avez développé un cours qui est nommé Économie et monde des affaires. On voulait un peu en savoir un petit peu plus justement sur déjà l'initiation d'une formation comme celle-là, mais surtout qu'est-ce qui est particulier dans le cadre de ce cours et comment est-ce que c'est reçu, notamment par les étudiants. OK, alors peut-être une mise en contexte tout d'abord, M. Gosselin. En fait, c'est un cours qui a germé dans notre idée avec mes collègues il y a à peu près 3 ans. On s'est dit avec mes collègues il y a 3 ans, on avait 3 cours d'économie au Cégep de Saint-Laurent, un cours d'introduction générale, un cours de microéconomie et un cours de commerce international. On faisait quelque chose de correct, des théories alliées avec l'actualité économique, comment est-ce qu'on illustre les concepts avec l'actualité économique. Mais on s'est dit il y a 3 ans, il nous manque quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on ne se créerait pas un cours d'économie axé sur le monde du terrain, axé sur le monde des affaires, et un cours d'économie où on irait rencontrer des chefs d'entreprise. Ça manque à notre arsenal, et ça serait un petit peu la saveur de Saint-Laurent. Alors, on a eu la refonte de programme dans les cégeps il y a quelque temps, et c'est là qu'on a eu cette superbe opportunité de monter et de créer ce cours économie et monde des affaires. Et ça vient, c'est un cours obligatoire ou en option? Alors, c'est un cours qui est spécifique dans le profil sciences humaines pour des étudiants qui ont le profil mathématique. Donc, profil mathématique en sciences humaines. Donc, c'est un cours qui est exclusif à ce programme-là, profil sciences humaines, donc pour les étudiants qui sont en mathématiques. Donc, c'est uniquement pour eux. Et quand on fait sciences humaines avec mathématiques, j'essaie de comprendre si c'est une spécialité. Moi, j'ai fait sciences humaines avec... je pense que j'ai fait avec maths. Tu as dû faire ça. Oui, c'est ça, j'ai fait sciences humaines avec maths. Dernière nouvelle, tu sais compter. C'est ça.
Ça fait quelques années quand même. Bon, ben oui. Alors, en fait, c'est ceux qui font avec maths. Absolument. C'est des gens qui se destinent à des carrières plus en affaires, possiblement, HEC. Oui, en fait, Francis, c'est ça. C'est exactement la porte ouverte, on va dire le tapis rouge pour le HEC Montréal ou alors l'UQAM. Mais c'est vraiment la porte d'entrée pour je disais HEC, là, mais je veux des formations en gestion, en puis après avec des spécialisations en ressources humaines, en marketing. Donc, c'était quelque chose de vraiment novateur. Alors, novateur au Québec, puisque c'est un cours d'économie qui est de 5 heures. Novateur par sa durée déjà, 5 heures. 5 heures par semaine pour un cours qui fait 15 sessions, 15 semaines. Donc, 75 heures de cours. Ah oui, OK. Habituellement, c'est 3 heures. 3 heures, c'est ça. Ouais, donc, c'est plus long. C'est beaucoup plus long. Donc, ça, Okay. déjà, c'est novateur par sa durée. Je dirais que c'est novateur aussi par son approche pédagogique, puisqu'on allie théorie, actualité et terrain. Donc, le monde du terrain, la pratique dans les entreprises. Et là, mais c'est sûr que pour certaines catégories de personnes, puis je fais partie de ceux-là, moi, ce que j'ai toujours trouvé difficile, même à l'université, c'est la partie théorique sans des exemples concrets, pas qui datent d'il y a 35 ans que j'ai pas vécu, mais d'allier ça avec l'actualité, ça aide souvent. Exact. Donc, ce qu'on a voulu faire en plus... Donc, approche donc novatrice sur la durée, sur donc l'approche pédagogique qui est différent et aussi novateur dans ses contenus. Donc là, on a voulu sortir de la théorie et montrer différentes facettes du monde de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que faire du marketing? Qu'est-ce que c'est que faire des ressources humaines? Comment ça s'organise une entreprise? Comment ça fonctionne une entreprise? Et c'est là que dans ce cours-là, ce qui est novateur, c'est qu'on va rencontrer des chefs d'entreprise. Pas plus tard, Francis, il y a 3 semaines, on a eu la chance d'aller chez, je peux citer l'entreprise avec son autorisation. On a eu la chance d'aller chez Avianor, une entreprise spécialisée sur le site du Mirabel et qui fait de la maintenance d'avions. Okay. Donc là, c'était magique, Francis. On est arrivé dans le hangar de l'entreprise, on a vu les avions, l'entreprise qui coule les sièges, les sièges qui ont besoin de réparation. Donc là, on voit toute la méthode, toute la chaîne de production de A jusqu'à Z, comprendre aussi les défis, les contraintes d'un chef d'entreprise. Donc on a cette chance-là d'aller rencontrer des chefs d'entreprise dans des secteurs d'activité qui sont différents. Ça peut être du jeu, ça peut être de la manufacture, ça peut être aussi dans des fonderies, comment est-ce qu'on produit des pièces mécaniques. Donc on a la chance de rencontrer ces gens-là et cette générosité des chefs d'entreprise qui nous font partager leur passion. J'allais justement vous interpeller à ce sujet-là parce que Phil et moi, Phil moins maintenant, je pense, mais on a à une époque été tous les deux consultants, donc on travaillait justement avec les comités de direction, avec les chefs d'entreprise, puis même comme consultant ayant signé des ententes de confidentialité, ayant gagné la confiance, des fois on n'a pas accès à la substantifique moelle de ce qui représente les véritables défis de ces entreprises-là. Ils vont pas nécessairement être ravis de vous donner tous leurs états financiers, vous comprenez? Jusqu'où est-ce que justement ils sont prêts à soulever le capot, en fait, quand ils accueillent des étudiants de cégep? Quelle est un peu la nature du partage là, qui survient une fois sur place? C'est certain, Francis, si je leur demande leur coût de production, je vais avoir leur marge. Ça, c'est déjà l'approche loser. On va pas les avoir. Ça m'étonne. Non. Par contre, ils sont très ouverts pour présenter un historique de l'entreprise. Comment est-ce que l'entreprise, elle a commencé, jusqu'où elle est, quelles stratégies ont été utilisées en termes marketing, en termes industriels. Donc là, on arrive à faire le pont avec le cours. Nous, on voit ça dans un cadre conceptuel, mais comment est-ce que l'entreprise s'est développée? Donc, on les voit ici sur le champ, ces stratégies-là. Donc, tout ce qui est stratégie industrielle, tout ce qui est contrainte, je dirais, pénurie de main-d'œuvre. Ça, les entreprises n'ont aucun problème pour évoquer ces contraintes-là. Quand on était chez Avianor, c'était passionnant. Parce que là, on a aussi la facette, par exemple, du commerce international. Donc là, on rentre dans les droits de douane avec Trump. Là, on est vraiment dans l'actualité. Donc, voir un petit peu comment ça affecte le climat des affaires, l'incertitude que ça provoque chez les chefs d'entreprise. Donc là, on fait le lien en classe. Donc là, il y a une certaine ouverture pour les chefs d'entreprise pour nous parler de ces contraintes-là, de ces défis que ça représente, et puis des contraintes que ça peut mener dans le futur. Donc là, il n'y a pas de difficulté pour parler de ces thématiques-là. Bien au contraire, c'est un partage, c'est une passion
l'innovation qu'on va amener chez les étudiants, et ça, on le ressent. Vous avez dit un peu plus tôt que c'était quelque chose que vous aviez développé récemment avec des collègues au Cégep de Saint-Laurent, et que ça donnait peut-être, là, je paraphrase, mais une saveur là, au programme de sciences humaines avec mathématiques du Cégep. Je suis pas une partie prenante là, de ce cégep en particulier, mais moi, je regarde ça de l'extérieur, je me dis, il me semble que j'aurais envie que tous les cégeps du Québec offrent une formation comme celle-là. Là, je comprends que vous êtes dans des logiques un peu concurrentielles, mais j'aimerais un peu vous entendre justement sur ce que vous avez développé, qui est à vous, qui est un avantage compétitif distinctif pour le Cégep de Saint-Laurent versus quand même quelque chose que vous avez fait qui me semble être une belle pratique qu'on pourrait généraliser là, à d'autres établissements, qu'on pourrait universaliser. Est-ce que vous avez en tête éventuellement de l'offrir à d'autres collègues dans d'autres établissements? Comment vous voyez l'avenir éventuellement d'un concept comme celui-là? Disons qu'on n'a pas encore songé à ce que tu viens de dire. Mais par contre, on pense peut-être à faire des partenariats avec des entreprises. Okay. Ça serait la clé dans le futur. Là, c'est le balbutiement, on va dire. Donc, on va faire preuve d'humilité. Donc, on vient de créer à la session d'automne. Donc, créer des partenariats avec des entreprises, ou pourquoi pas donner l'idée à des jeunes étudiants de créer leur entreprise. Donc, ça serait peut-être plutôt ça le prolongement finalement. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'entrepreneuriat universitaire, là, en lien avec les programmes en sciences notamment, puis dans les établissements, les programmes business. Un peu moins au Cégep. Est-ce que vous avez au Cégep de Saint-Laurent adossé à une formation comme celle-là, une track là, où on crée son entreprise ou non, c'est pas encore... un genre de système d'incubation. D'incubateur comme ils font. Écoute, même moi, au secondaire, Phil, j'ai fait les jeunes entrepreneurs. Mais tu sais, c'était pas dans le but d'une carrière là-dedans, mais c'était juste pour qu'on puisse faire du marketing, faire des états financiers. Tu sais, écoute, en secondaire 3 ou 4, là, je me rappelle plus, ça fait très longtemps, mais de mettre en pratique un peu ce qu'on voit, ce qu'on observe, ce qu'on entend là, dans le vrai monde. Hein. Ça serait dans le futur, ça. D'accord. OK, donc là, on y va pas à pas, petit à petit. Par contre, ce qu'on fait, Francis, c'est qu'aussi dans ce cours-là, on fait venir des conférenciers prestigieux. D'accord. Donc là, on fait venir aussi des chefs d'entreprise. J'ai une petite anecdote à vous raconter. À la session d'automne, j'ai un brillant, mais vraiment excellentissime étudiant là, qui a terminé ses études au HEC. Il a 25 ans. Il était en médecine. On s'entend qu'entrer en médecine, c'est pas évident. Là. Non. Il était en 2e année de médecine et il me dit en classe, tu sais, Cédric, moi, les études de médecine, ça me faisait pas vibrer. J'aimais la biologie, mais il a pris le luxe de laisser tomber sa 2e année de médecine pour se rendre au HEC Montréal. C'est plutôt le milieu des affaires qui va me passionner. Croyez-le ou non, il a terminé son bac au HEC, il vient de lancer son entreprise il y a 1 an, il est déjà en processus pour embaucher 3 personnes. Il a pensé à une idée toute simple, et c'est parti. Donc, c'est ces témoignages-là qu'on essaye de faire, des gens comme ça qu'on essaye de faire venir en classe, des gens qui ont un vécu, une expérience, pour dire aux jeunes, tu vois, j'ai réussi, t'es capable de le faire. Donc, ce cours-là, Francis, au-delà de l'aspect, pratique de terrain, c'est aussi de découvrir ce que tu es dans la vie, ce que tu es. Est-ce que tu veux te rendre en administration? Est-ce que tu veux plutôt aller dans le domaine des ressources humaines? Dans le marketing, c'est de se découvrir qui tu es finalement. Quand on voit un jeune de 25 ans, mon Dieu, j'ai envie de lui ressembler. T'as réussi, donc surtout avec une petite idée toute simple. Ouais, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants. Si t'as une bonne idée, le cash, tu vas le trouver. C'est l'idée qu'il te faut. C'est ça qu'il faut trouver. Parlez-nous un peu du groupe là, de classe. Là, c'est des plus petits groupes, si j'ai bien compris. C'est quoi un peu la dynamique? Comment ça fonctionne? J'imagine que c'est plus intime que parler à 100 élèves à la fois. Comment vous voyez ça? Donc ça, c'est une réflexion pédagogique que l'on a eue il y a 3 ans. Quelle taille on pourrait donner à nos groupes? Donc on a négocié avec l'administration pour essayer d'avoir des plus petits groupes, pour que ça soit beaucoup plus humain. Donc dans ce cours Économie Monde des Affaires, on est sur 22 étudiants. Ah oui, OK. Je dirais par contrainte, parce que les capacités des entreprises sont limitées. Ils peuvent pas Donc là, si j'arrive avec mes gros sabots avec 40 étudiants, on va me dire non Cédric, ça marche pas là. D'accord. Donc 20-22, j'ai plus de probabilité d'avoir un oui. 40, ça marchera pas. Et sur 75 heures, donc petit groupe, longue durée, j'imagine qu'il y a quelque chose qui se passe aussi au sein du groupe, entre vous et le groupe. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai enseigné, moi, longtemps, enseigner un groupe de 50 ou de 100, à un moment donné, tu connais pas tout le monde, tout le monde ne se connaît pas entre eux, alors qu'à 20, j'imagine qu'à la fin de la session, en 75 heures, chacun connaît chacun des autres, il y a des discussions de couloir, non? Il y a quelque chose qui se passe, là, non? Disons que c'est sûr que la glace se brise plus facilement. Disons que dans les activités qu'on peut faire aussi en classe, les travaux en atelier, ça peut être des simulations, des jeux de rôle. Donc, comment est-ce qu'on se présente? Comment est-ce qu'on fait un entretien
embauche. Ça, ce sont des activités qui sont soudeurs dans un groupe pour lequel il va se créer aussi une osmose, puis une relation humaine, chaleureuse entre les étudiants. Donc on apprend à se connaître. Bien qu'on les ait déjà eus, peut-être déjà dans des cours précédents, mais il y a une osmose qui se crée, puis une relation qui se crée. Je pense que ce cours-là est unique pour ça, par rapport à un groupe où on aurait 40 étudiants, où finalement à la fin de la session, on les connaît pas. Donc cette approche de terrain, puis cette approche humaine. Oui. Et vous êtes le seul à l'enseigner, puisque vous avez parlé de collègues, là. Est-ce que c'est un enseignement partagé? Comment ça fonctionne au niveau on a été magistral? Disons qu'on a été 4 collègues à le monter, ce cours-là, donc tout le monde a apporté son édifice, mais aussi nos collègues en mathématiques. Puisque Francis, la particularité dans le cours, c'est que là, c'est novateur. On a la possibilité de faire du calcul différentiel, pouvoir comprendre un concept en mathématiques, comment ça s'opérationnalise, Ouais. quelle interprétation on donne à un concept mathématique quand on fait du calcul différentiel. Donc, ça a été le fruit d'une réflexion. Pour les auditeurs à la maison, calcul différentiel en 2 mots? Oui, bon, c'est ça. C'est lorsqu'on fait des petits raisonnements à la marge, quand on fait bouger une variable, une petite quantité d'une variable, qu'est-ce qui va se passer sur une autre, en évitant le jargon Ce qui technique. est la base du marginalisme en économie. Absolument, tout à fait, Francis, c'est ça. Donc, sans tomber dans le jargon économique. Là, vous allez partir. Là, c'est notre affaire. Mais en tout cas, c'est pour donner une illustration aux étudiants. Bah voilà, ton cours de calcul différentiel, en toute humilité, Ouais. ce que tu apprends en mathématiques, voilà comment ça pourrait se passer dans la vie Tu t'en souviens réelle. pas, mais t'en as fait du calcul différentiel et t'as non. détesté ça. C'est Phil. sûr. Mais je te jure que, parce que je comprends quand même bien ce qu'explique M. Chalet, d'avoir pris ça. Je suis sûr que t'as fait ces cours-là il y a très Non, longtemps. mais mon fils est au cégep. J'ai l'impression de refaire mais mon cégep. si on t'avait donné l'opportunité de le voir dans le contexte d'état financier, Ah oui, non, c'est tu aurais compris et été beaucoup plus intéressé que juste à regarder le calcul différentiel de manière un peu... C'est un peu dry, là, quand on regarde juste des variables entre elles. Donc, on a besoin un petit peu de le sentir et puis de le montrer. Mais pour répondre à votre question, Francis, Ouais. pour y revenir, je suis le seul pour l'instant. J'étais un petit peu le capitaine sur le bateau, on va dire. C'est ça, là. Okay. Donc, j'ai un peu eu la priorité. Mais j'aimerais embarquer avec un de mes collègues l'année prochaine, travailler en binôme. En fait, c'est ça l'objectif. Intéressant. De pouvoir travailler en binôme, puis que chacun des profs apporte sa saveur, puis qu'il puisse y avoir une complémentarité. Ça serait ça. Avez-vous complété déjà un cycle de 75 heures, là, ou Ouais. 2? Ou où est-ce qu'on en est là, dans le, disons, le pipeline là, du cours? Hein? OK, là, c'est la deuxième fois que je le donne. Donc, vous êtes dans la deuxième cohorte. Absolument, c'est Et la ça. première cohorte, est-ce qu'elle a gradué du cégep déjà ou elle est comme encore aux études? Là, ils graduent, ils terminent leur cégep là. Cette année. Exactement, donc c'est ça. OK, donc, il faudra vous réinviter dans 1 an ou 2, savoir quel impact ça a quand ils arrivent à l'ESG, à HEC, dans des programmes plus tard, voir comment ils se comportent dans la suite, parce qu'on anticipe que ça leur donne quand même une reality check, une compréhension quand même très intéressante du monde des affaires que d'autres parcours collégiaux n'offrent peut-être pas au même niveau. Là, quand on arrive à un HEC ou à un ESG et qu'on parle d'état financier et qu'on parle de production Absolument. et qu'on parle de marketing, d'avoir eu la chance de toucher l'objet, c'est quand même une chance extraordinaire. Oui, c'est ça, leur redonner la balle, reprendre contact avec eux. Je pense que par eux-mêmes, ils le font. Aussi, on a souvent des témoignages ou alors des étudiants qui reviennent souvent au cégep, ça se fait aussi ça. Donc c'est ça, prendre découverte de la personne, construire un projet professionnel, se dire t'es capable de réussir, t'es capable de faire quelque chose. Je pense que c'est ça, donner la possibilité à la personne de réussir ses études supérieures, puis de se rendre à l'université dans des bonnes conditions. Je pense que c'est ça la philosophie aussi du cours. Ouais. Là, t'as réussi, et les employeurs, de leur côté, est-ce qu'ils souhaitent... la question qui tue un peu, mais je devine qu'il y en a qui sont intéressés à terme. Vous avez parlé de pénurie de main-d'œuvre. Ils voient peut-être leur profit dans quelques années, là, j'imagine, sur ces candidats, non? Ils ont déjà un petit peu tendu la perche. On va pas faire un discours. Ils ont déjà un petit peu tendu la perche. Pour des stages ou des emplois à temps partiel, des trucs comme ça. Ça permet aux étudiants de sentir un petit peu le terrain. On a été dans une société de jeu qui est connue à Montréal, sans la citer. Donc, on avait déjà... on en connaît quelques-uns. Oui, c'est ça, la plus connue, on va dire. Et donc, déjà des opportunités pour des étudiants, des opportunités de stage, et puis finalement, des stages auxquels ils n'auraient pas pensé par eux-mêmes. Donc, c'est vraiment une première opportunité d'emploi. C'est vraiment une chance. Faut y aller, il faut foncer. De toute façon, je sais que des fois, dans le milieu collégial ou même universitaire, ce type de rapprochement entre le privé puis l'éducatif est drôlement vu, mais ça fait toute la différence. Tu comprends? Parce que il y a une différence entre un étudiant qui a passé une journée dans une compagnie juste pour un cours ou quelque chose qui dit « Moi, je me vois ici »,
ou un étudiant qui doit se trouver un stage. Tu sais, selon moi, il y a une différenciation. Nous, on a une collègue de travail au bureau qui étudie en mécanique, une jeune femme ingénieure mécanique, c'est pas très commun. Tu sais, je pense qu'ils sont 3 là, dans le programme. Mais 3 femmes. 3 femmes. Mais là, ils ont un stage obligatoire. Okay. Mais les compagnies qui les ont invités à faire des visites, c'est comme ça te met dans la tête que tu pourrais aller travailler là. En tout cas, je pense que dans le feeling de la personne, ça place rend quelque la chose plus concrète. Ouais, concrète. Moi, en tout cas, je vais vous dire, quand j'étais aux études, bon, plus tard, mais à l'université, faire des études de cas, aller visiter les entreprises, poser des questions à des dirigeants, ça a toujours été une des parties que j'ai préférées parce que justement, ça nous faisait passer des états financiers ou des concepts à la vie. Puis c'est quand même une chance que vous avez, Cédric Cholet, d'avoir des dirigeants, des chefs d'entreprise qui sont heureux de jouer ce jeu-là avec vous. Je les salue d'ailleurs, ceux et celles là, qui acceptent de vous recevoir et de partager leurs difficultés. On les encourage. Leurs défis avec vous. Bref, tout ça est très intéressant, Cédric. Si on veut en savoir plus, si on a des enfants comme Philippe qui arrivent à l'âge de devoir s'inscrire au cégep, on va visiter le site du cégep de Saint-Laurent. Oui, ou alors, encore mieux, Francis, ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut passer un message à vos auditeurs, aux éditeurs? Ouais, bien sûr. Tous les messages. Mais écoutez, on vous donne rendez-vous aux Portes ouvertes de Saint-Laurent. Portes ouvertes de Saint-Laurent à l'automne et Portes ouvertes de Saint-Laurent à l'hiver. Regardez sur le site du cégep, je suis là. Je suis là pour répondre aux questions. Et peut-être, Francis, encore un deuxième message. Si on a parmi vos auditeurs, auditrices, des chefs d'entreprise qui nous écoutent, il y en a quelques-uns, Cédric, je vous assure. C'est pas forcément évident de trouver des entreprises. Donc, s'il peut y avoir des contacts qui peuvent être faits auprès de Francis ou auprès de moi-même, ça serait vraiment chouette. Avec plaisir. On relaie le message, ceux et celles qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez accueillir un groupe d'étudiants. Cédric Cholet, je rappelle que vous êtes enseignant en économie au Cégep de Saint-Laurent. Merci beaucoup et félicitations pour ce beau programme que vous avez mis en place. Merci à vous deux, en tout cas. Pour obtenir une réponse à vos questions, écrivez à Francis et Philippe à l'adresse studio@commercial-cube.radio. C'est le temps de parler à notre deuxième invité. C'est Pierre-Charles Drapeau, qui est le président et chef de la direction d'Innov Marine. Salut, Pierre-Charles. Bonjour, Philippe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, peux-tu nous expliquer un peu ce que fait Innov Marine? Innov Marine est fournisseur de solutions digitales pour le domaine maritime. On couvre une solution qui supporte le cycle de vie du navire, de la conception, la fabrication, la maintenance, réparation et l'opération. Juste concrètement, là, dans le sens où vous prenez un navire, vous en faites comme un dessin, puis après ça, vous êtes capable de dire tout ce que le navire va avoir besoin dans sa vie. Pas nécessairement. Nous, on est fournisseur de solutions digitales. Donc, on fait la commercialisation de logiciels et du service conseil associé aux logiciels qu'on vend à nos clients. OK. Puis comment qu'on se lève un matin et qu'on décide de se lancer dans le numérique naval? Moi, j'ai une passion pour le maritime. J'ai étudié en architecture navale. J'ai travaillé aussi dans les bureaux d'études et chantiers maritimes. Et au cours de ma carrière, j'ai eu l'occasion d'être exposé aux solutions logicielles pour la modélisation de navires. Et j'avais beaucoup d'intérêt là-dedans. Puis j'avais aussi l'esprit entrepreneur. Puis c'est comme ça que j'ai eu l'opportunité de démarrer ma carrière d'entrepreneur en démarrant Innov Marine il y a maintenant 11 ans. C'est quand même pas, un secteur particulièrement connu. Puis j'imagine que trouver les clients, les convaincre là, de faire affaire avec nous, ça doit être un processus de vente, de commercialisation assez particulier. Peux-tu nous parler un petit peu justement de ton approche? Comment tu réussis à convaincre des clients de faire affaire avec toi? Surtout quand on est une jeune entreprise en démarrage, là, tu dis ça fait 11 ans, là, les premières années, là, tu sais, t'es un gars, un architecte naval. Je sais pas comment dire. Est-ce que c'était facile pour toi là, de convaincre puis d'arriver à rentrer cette clientèle-là facilement dans l'entreprise? C'est une bonne question. Je dirais que au fil des années, j'ai bâti un réseau quand même important de
de contact au sein du domaine maritime. Et puis, j'ai toujours pris une approche où je deviens partenaire de mes clients et non pas faire du transactionnel. Donc, les clients connaissent notre réputation. On a une approche où on prend le temps d'écouter les besoins du client puis d'identifier c'est quoi les solutions qu'ils ont de besoin pour s'assurer là, de développer un partenariat que si nos clients ont du succès, nous autres, on va avoir du succès. Donc, c'est vraiment notre priorité de s'assurer que on leur offre la bonne solution. C'est sûr qu'il y a plusieurs pays en ce moment qui investissent là, dans des frégates, des bateaux, là, que ce soit la garde côtière, que ce soit l'armée canadienne. Il y a aussi d'autres armées à travers le monde. Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide quand il y a des investissements comme ça dans plusieurs chantiers maritimes? Tu sais, on entend souvent parler de la Davy là, au Québec, là, puis il y a Irving Shipyard aussi dans l'Ouest canadien, etc. Mais réussissez-vous à embarquer dans cet afflux de nouveaux investissements maritimes? Ben, oui, évidemment. Je dois avouer que 90% de notre chiffre d'affaires est relié à des contrats de la défense. Donc, nos clients sont impliqués dans des projets de la défense au Canada et aux États-Unis. On a des chantiers maritimes, on a aussi des firmes de génie conseil qui sont nos clients et qui vont faire là, autant que ce soit la maintenance de sous-marins que de la construction de nouveaux navires militaires pour la marine canadienne ou la marine américaine. Il y a eu donc cet article dans la presse là, qui nous a mis un peu sur la piste, qui évoquait un partenariat important avec IBM. Peux-tu nous expliquer un peu, encore une fois, comment une entreprise d'ici au Québec fait affaire avec un géant de l'informatique comme IBM? Comment ce partenariat-là a débuté, puis c'est quoi exactement que vous allez faire avec eux? Bien, notre partenariat d'IBM va être un partenariat de commercialisation de leurs solutions d'intelligence artificielle dans le domaine maritime. Donc, nous, on a un positionnement stratégique au sein de le domaine maritime au Canada, même aux États-Unis, avec un réseau de clients bien établi de longue date. Donc, c'est sûr et certain que pour IBM, qui est un grand joueur, un des 5 grands joueurs là, au niveau de l'environnement d'intelligence artificielle, c'est très intéressant de trouver un partenaire qui a de l'expertise métier. Eux, ils se sont concentrés au niveau domaine bancaire, domaine de la finance, les assurances et n'ont pas nécessairement sollicité le domaine maritime initialement. Donc, IBM recherche des partenaires qui vont être capables de fournir du service et de l'expertise lorsqu'ils vont commercialiser leurs solutions. Donc, c'est pour ça là, que Innovmarine a été identifié. C'est pas fou qu'avec l'arrivée de Trump, un peu partout sur la planète, il y a comme une recourse à l'armement. Là, il y a plusieurs armées qui se rebâtissent. Que IBM veuille se coller sur quelqu'un qui a comme l'expertise des chantiers navals de l'armée. Là, je pense que c'est pas mauvais. Ça prend combien de temps pour une boîte du Québec de faire un deal comme ça avec une grande société comme IBM? Ouais. Non, mais tu sais, dans ça, c'est-tu compliqué? Ça doit pas se faire en 10 minutes, 3 rencontres. Non, effectivement. C'est toujours là un processus laborieux de réussir à signer des partenariats. C'est un processus de plusieurs mois. Mais c'est quelque chose qu'il faut persévérer. Plusieurs mois. Il faut y aller étape par étape. C'est le même principe que d'aller dans le domaine de la défense. Ça prend des années à réussir à devenir un fournisseur approuvé et se positionner dans le domaine de la défense, mais c'est atteignable. Il faut juste être patient puis d'être rigoureux et de passer toutes les étapes. Puis avec ce partenariat avec IBM, est-ce que vous avez l'intention de changer de dimension? Est-ce que vous allez croître rapidement? Est-ce que ça va venir avec des nouvelles embauches? Est-ce que vous avez des ambitions plus importantes à l'international? Comment est-ce que ça change un peu, là, tu parlais de stratégie là, à l'instant, comment ça change un peu les perspectives là, de croissance à moyen long terme, Pierre-Charles? C'est sûr que pour nous, ça va contribuer à la croissance de l'entreprise. Ça nous ouvre là, un marché où
historiquement, on était surtout concentré dans certains départements de chez nos clients, comme le département d'ingénierie, planification. Et là, ben, avec une offre en intelligence artificielle, ben là, on vient toucher vraiment plus large, autant des départements comme la comptabilité, les achats, la planification, que l'ingénierie. Donc, c'est vraiment interdépartemental. Excusez, là, j'étais pour prendre des anglicismes, mais on travaille beaucoup en anglais. Oui, sans doute. Mais puis justement, parlant de ces secteurs, ces clients-là avec lesquels tu travailles, j'ai quand même... Bon, mon grand-père était pilote là, sur la voie maritime. Je viens d'une famille de gars de bateau, là, mais c'est quand même un secteur très traditionnel, on va se le dire. Je sais pas si c'est le cas de tes clients, mais moi, la lecture que j'ai du secteur maritime, c'est que ça comme je vais prendre turn the boat around, ça tourne pas vite là, tu sais, et donc est-ce que tu ressens, tu sais, toi t'arrives avec une solution technologique, là, faites un partenariat avec IBM en intelligence artificielle, là, on est vraiment à la fine pointe, tu sais, de ce qui se fait dans l'ensemble des domaines. Est-ce qu'il y a une résistance au changement? Est-ce que vous devez des fois justement rentrer puis chez vos clients faire un comment dire, plus que juste d'offrir le service, tu sais, un changement d'état d'esprit, de mindset là, dans votre manière de traiter les dossiers, de traiter les problématiques avec les entreprises avec qui vous travaillez? Ben, c'est toujours été important, tu sais, d'être à l'écoute. Il y a vraiment deux générations. Tu as la génération qui est sur le point de prendre sa retraite, qui sont très expérimentés, qui ont une belle expertise, qui, eux, vont peut-être être plus frileux à adopter le changement, mais de plus en plus, on voit une ouverture face à ces nouvelles technologies-là. Et là, tu as la nouvelle génération qui arrive rapidement dans l'industrie, qui gravite les échelons rapidement parce que dans l'industrie maritime, on se le cachera pas, au Canada, pendant pratiquement 10-15 ans, il n'y a pas eu de construction de navires, même peut-être un peu plus. Donc, ce qui arrive, c'est que tu as une répartition de la population qui est vraiment un gros pourcentage qui est proche de prendre sa retraite, puis un gros pourcentage qui est en début de carrière. Puis entre les deux, il y a comme un gap. Donc, ça fait en sorte qu'il y a plusieurs élites qui vont rapidement monter les échelons. Puis ces personnes-là sont très, très, très enthousiastes au niveau technologique, puis vont vouloir adopter ces nouvelles technologies-là. Donc, c'est le bon moment, tu sais, pour nous là, de rentrer avec un partenariat comme ça. C'est vraiment là, une très belle opportunité. Il y a beaucoup de questions dans le domaine des transports, là, d'énergie, transition énergétique, nouveaux types de carburant, électrification. Est-ce que ça influence aussi la demande pour vos services? Ben c'est sûr et certain que ça va influencer parce que quand on veut aller avec des solutions qui vont permettre de réduire les empreintes environnementales, ben souvent, ça va être des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, on voit que la majorité des nouvelles technologies ont commencé à adopter l'intelligence artificielle ou planifient adopter des formes de l'intelligence artificielle pour amener la technologie au prochain niveau. Et donc là, vous êtes, vous, une entreprise de Québec, hein, de Lévis, c'est ça? Lévis? Ouais, ça semble important. Non, c'est... On est dans la grande région de Québec. La grande région de Québec. C'est un écosystème technologique qui est quand même effervescent, j'ai l'impression, et de plus en plus. Comment tu positionnes, là, si on élargit juste le scope là, de ta business, mais avec des fournisseurs, avec des partenaires, là, l'ensemble du milieu entrepreneurial, parle-nous un petit peu de comment entreprendre puis vivre à Lévis comme entrepreneur technologique actuellement? C'est une bonne question. Je dirais que le terreau est fertile au Canada en général. Nous, depuis le COVID, on est 100% télétravail. Donc, oui, je suis à Lévis. J'ai une petite équipe dans la région de Lévis, mais mon équipe est répartie à travers le Canada. Donc, le terreau fertile par rapport à l'entrepreneurial, c'est sûr et certain que c'est plus en lien avec la chaîne d'approvisionnement. Ben là, avec des chantiers navals comme le chantier Davie, le chantier Groupe Océan du côté de Québec, crée, veut pas une synergie puis une demande
d'avoir tout un écosystème pour supporter la chaîne d'approvisionnement pour ces chantiers maritimes-là, mais il y a aussi des propriétaires de navires. On a une base de la garde côtière ici à Québec. Il y a plusieurs propriétaires de navires. Là, le port de Québec est une destination prisée, là, qui a beaucoup d'achalandage. Donc, c'est un terreau fertile pour tout le domaine maritime. Est-ce que vous êtes obligé aussi d'avoir une présence à l'extérieur? Je comprends que tes employés sont un peu partout, là, mais quand vous faites vos rencontres, là, du moins celles qui sont physiques, sont-tu dans l'Ouest canadien, à Toronto? C'est où ça se passe dans le domaine maritime, là, comme on dit souvent que Toronto, c'est la place financière du Canada. Y a-t-il une place maritime au Canada? C'est sûr qu'il y a 3 régions au niveau maritime. Tu vas avoir la région de Vancouver qui va être une région importante au niveau maritime dû à la grosseur de son port, toutes les activités là, aussi au niveau construction navale puis le transport de marchandises sur toute la côte ouest là, de la Colombie-Britannique. Ensuite, la région de Québec est une région importante avec les activités là, de réparation, construction navale avec le chantier des villes, le groupe Océan. Puis après ça, c'est la région d'Halifax, qui est vraiment une autre région importante avec le chantier d'Halifax. Il y a quand même de l'activité là aussi dans la région de Terre-Neuve, mais c'est plus au niveau pétrolier. Donc là, on dit maritime, si on extensionne un peu le maritime en incluant le pétrolier offshore, c'est aussi une région là, qui est très active. Au niveau du recrutement, est-ce que c'est un domaine d'activité? Je comprends que c'est de la technologie, il y a de l'intelligence artificielle, mais y a-t-il des jeunes qui s'intéressent au chantier naval, à la technologie maritime, où c'est difficile de recruter? Ce qui est difficile, c'est que c'est méconnu. Il n'y a pas beaucoup, je dirais, nécessairement de visibilité. Là, on commence de plus en plus à en entendre parler, avec ce qui se passe avec Trump, ce qui se passe avec les gouvernements. On veut mettre de plus en plus l'emphase sur le domaine maritime puis l'écosystème maritime, mais il y a beaucoup de travail à faire pour faire connaître ça parce que c'est un domaine que c'est le plein emploi, très bien payé, très bonnes conditions salariales, autant au niveau construction navale que au niveau des opérations de navires. Donc, c'est un domaine qui est, je dirais, là, un secret bien gardé, mais qui gagnerait beaucoup à être connu davantage là, à la jeune population parce qu'il y a des perspectives de carrière là, très, très, très intéressantes. Dis-moi peut-être en conclusion, si on te réinvite au balado dans 5 ans, à quoi va ressembler l'entreprise selon toi, selon ton meilleur pari? Et c'est une très, je dirais, avec une boule de cristal, dans 5 ans. C'était pas une question piège, là. Ouais, honnêtement, ça bouge tellement vite. Tu m'aurais posé la question il y a 6 mois, puis j'aurais probablement eu une réponse totalement différente. C'est sûr et certain que je m'attends que la taille de l'entreprise risque de doubler d'ici 5 ans. Ah oui, OK. C'est déjà une première piste. C'est sans l'ombre d'un doute. Et puis, qui sait ce que ce partenariat-là avec IBM, où ça va nous amener. On a un beau potentiel, de prendre l'expansion au Canada. On a déjà commencé une expansion aux États-Unis. C'est sûr que la situation aux États-Unis avec Trump a ralenti un peu nos ardeurs. Là. On va peut-être attendre là, quelques années. Ou peut-être pas. On va voir selon les opportunités. Puis, et on a commencé aussi à participer à des missions économiques internationales. Donc, la Transat Québec-Saint-Malo, ça te tente pas, non? Peut-être faire des bateaux de course ou quelque chose comme ça. On a accueilli Gilles Barbeau à l'émission, d'ailleurs, qui a gagné l'été dernier. Je pense que c'est le premier Canadien à gagner la Transat. Vous pourriez vous lancer dans, c'est ça, les navires de course. Là, il y a peut-être je te charrie, évidemment, un peu, mais... Non, moi, je suis un passionné de la voile. C'est dans ma bucket list de traverser l'Atlantique, mais
c'est pas nécessairement le marché qui est le plus prometteur pour nous là, au niveau d'Innov Marine. En parlant de voile, je sais que tu as une autre entreprise sur on va appeler ça sur le bras gauche, là, on va appeler ça comme ça, qui est dans la location de catamarans. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe bien? Est-ce que je sais que tu avais commencé aussi à faire des retraites pour les entreprises qui voulaient aller faire du catamaran? Comment ça se passe à ce niveau-là? C'était un concept qu'on a voulu mettre de l'avant. Surtout après le COVID, on a vécu l'expérience avec le confinement, surtout le fait qu'on est tout en télétravail, de sentir le besoin de regrouper et de faire des retraites d'équipe. On l'a testé dans des pourvoiries, puis là on s'est dit, on est dans le domaine maritime, pourquoi on ferait pas ça à bord de bateaux? Donc, on l'a testé, nous, pour notre équipe, à bord des catamarans là, dans les Caraïbes. Puis ça a été une expérience là, formidable. Là, ça a tissé des liens dans l'équipe. L'équipe est revenue complètement changée. Puis c'est quelque chose qu'on a fait la promotion, qu'on a offert à nos clients. Pour différentes raisons, ça n'a pas levé exactement comme on se l'attendait. On a encore la compagnie, on a encore les catamarans, mais disons qu'avec tout ce qui se passe dans Innov Marine, là, on a décidé de se recentrer et de garder ça plus comme un privilège pour les employés et clients et amis là, de pouvoir en bénéficier. Là, ce n'est plus nécessairement le focus là, principal. Là. Le focus, c'est important à faire. Alors, Pierre-Charles Drapeau, président de Innov Marine, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On invite là, les jeunes et les moins jeunes, ceux qui pourraient s'intéresser à une carrière maritime dans les chantiers navals, d'aller voir Innov Marine. Il va doubler la compagnie dans 5 ans. Il va sûrement chercher des employés. Où que vous soyez au Canada, ouais, j'ai bien retenu la leçon. Merci beaucoup, Pierre-Charles. Très intéressant. Merci beaucoup. Bye. Francis Gosselin, Philippe Richard-Bertrand. Le seul duo qui vous redonne vraiment la monnaie de votre pièce. Quelle émission quand même hyper intéressante. 2 invités totalement différents, by the way, en termes de personnalité. On peut dire. Mais moi, ça m'a donné le goût de retourner au cégep. Honnêtement, là, je ferais ce cours-là. Oui, certainement. Moi, je te dirais, un peu dans un autre registre, mais je me rappelle toujours d'un cours que j'ai eu à l'université, moi, mais avec un prof, Jacques Reynaud, là, que ça fait longtemps que j'ai pas pensé à lui, mais lui, c'était pas tellement des affaires là, comme de visite, mais à chaque cours, il nous envoyait un genre de fichier Excel vraiment compliqué. Mais enfin oui, avec beaucoup de formules derrière, mais dans le fichier Excel, comme sur la page titre, t'avais comme 3-4 chiffres que tu pouvais plugger, puis ça faisait bouger des variables, puis des lignes, puis tout ça, puis on apprenait, mettons, comment faire le budget d'un État. Puis là, c'était comme, fallait que tu mettes ton chiffre pour la santé, le chiffre pour puis ça, tu voyais en temps réel qu'est-ce que ça donnait sur la dette, le déficit, le service de la dette, et lui, il se cassait vraiment le bessic en amont de préparer ces affaires-là, puis ça servait comme d'instrument interactif, là, c'est-à-dire que c'était pas juste d'écouter, c'est du didactile, c'était vraiment le fun. Fait que là, évidemment, là, on est dans un cas où il y a carrément de l'enseignement de mathématiques, de l'enseignement de business, mais aussi des visites auprès des entreprises. C'est vraiment intéressant. Je réitère son message, hein, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, si vous avez plusieurs employés, si vous avez un procédé particulier, si vous êtes en manufacturier et que vous avez quelques minutes pour accueillir un groupe d'étudiants, je pense que ça ferait énormément de bien, ça servirait à la communauté là, d'ouvrir vos portes à des après ça, l'autre invité, Pierre-Charles Drapeau, dans les chantiers navals, dans le militaire, un genre de AutoCAD. Je suis un peu déçu, honnêtement, qu'il ne fasse pas des bateaux de course. Là. Moi, je serais comme vraiment partant là, pour me planter. Mais tu sais, il va doubler la taille de l'entreprise. Ouais. C'est un domaine qui est méconnu, qui semble être avec des salaires très compétitifs. Là. C'est super bien rémunéré. Aux 4 coins du pays, d'ailleurs. Donc, si ça vous intéresse, envoyez-lui votre CV. Merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez toujours nous écrire, Philippe Richard-Bertrand ou moi, sur LinkedIn. Moi, je sais. LinkedIn ou LinkedIn. Vous pouvez aussi trouver le email à Phil à quelque part sur son site web. Bref, faites-nous signe. Si vous avez des commentaires, des questions, des recommandations d'invités, on est toujours à l'écoute. Sinon, on se retrouve même place, même heure la semaine prochaine. Tous les épisodes de Prends pas ça pour du cash sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.